Et ensemble, nous recevons Marine Tondelier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot, bien sûr, sur la mobilisation d'hier et son cortège de violence. 450 interpellations et 259 policiers blessés. La plupart des responsables politiques condamnent ces violences, mais certains rajoutent un « oui, mais ». Est-ce que c'est votre cas ? J'ai toujours condamné toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. Je suis secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, un parti auquel j'appartiens depuis plus de 10 ans, qui a toujours prôné la non-violence, qui n'empêche pas de faire de la désobéissance civile, par exemple, contre des mesures ou des structures qu'on estime légales mais illégitimes. L'égalité, légitimité, c'est un débat très intéressant, mais pour le coup, la violence ne fait pas partie de notre registre d'action et nous l'avons toujours condamnée. Alors Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, veut reprendre la loi anti-casseurs, censurée en partie en 2019. La première, c'est dans les années 70. Faut-il un dispositif, en tout cas, anti-Black Bloc ? En fait, c'est intéressant que vous posiez la question comme ça, parce qu'on voit bien que Gérald Darmanin, oui, peut se remettre en question. Quand je vois hier sur les réseaux sociaux un papa d'une jeune fille de 17 ans à Nantes qui envoie une photo de sa fille en sang en disant « elle risque de perdre son œil, je suis en urgence avec elle », qui a vu cette scène, ma fille a toujours manifesté de manière non violente, elle était dans la rue avec moi et s'est pris une grenade. Il y a des gens qui, depuis des semaines, on a comme ça des cas qui s'alignent et qui sont aussi victimes dans les manifestations, alors qu'ils sont là de manière purement pacifique, non violente, et qui sont blessés en manifestant. On devrait pouvoir aujourd'hui, dans notre pays, manifester avec ses enfants, avec sa grand-mère, sans craindre de rentrer blessé. Et donc oui, il y a un problème de maintien de l'ordre dans ce pays. Je mets bien maintien de l'ordre entre guillemets, parce qu'on voit que l'ordre n'est absolument pas maintenu, ni pour les forces de l'ordre, ni pour les forces de l'ordre qui sont victimes de violences, ni du côté des manifestants qui sont exposés, même quand ils sont non violents, à des blessures parfois. Et puis surtout, on a un ministre de l'Intérieur, pardon, je suis dans sa tête, là, je me projette, je fais un lapsus pour lui, parce que c'est ma grosse crainte pour tout vous dire. Mais on a un ministre de l'Intérieur qui est pyromane. On l'a vu dans la manière dont il a géré Sainte-Soline. On le voit quand il qualifie ses opposants politiques de terroristes. Vous savez, des fois, dans le langage politique, moi, je le regrette, on peut monter un peu dans les tours et les mots dépasser les pensées. Mais quand vous avez quelqu'un qui est ministre de l'Intérieur et qui désigne, par exemple, les écologistes comme des éco-terroristes sans aucune distinction entre tous les écologistes. Il n'a jamais dit que tous les écologistes étaient des éco-terroristes. Il a dit que le comportement de certains relevait de l'éco-terrorisme. C'est pas vrai. Quand il parle en une JD de terrorisme intellectuel, de la même manière... Oui, c'est autre chose, ça. Il y a quand même un lien, c'est le terrorisme. C'est de qualifier ses opposants de terroristes. Intellectuel et physique, c'est pas la même chose. Qui, quand on est ministre de l'Intérieur... a un sens, ça veut dire qu'il désigne ses adversaires comme des terroristes, qu'il invite quelque part celles et ceux qui voudraient l'aider à... en fait, il nous met une cile dans le dos. Il invite les gens à se faire justice eux-mêmes et ça met des gens en danger dans ce pays. Dans le cadre des manifestations auxquelles on assiste depuis maintenant des mois contre la réforme des retraites, au cours desquels d'ailleurs la violence a monté doucement mais sûrement. Au départ, il y en avait assez peu. C'est pas linéaire parce qu'il y a eu au moment du 49.3 des violences, ça s'est beaucoup calmé. Et moi, je tiens. Mais ces violences, pour vous, qui en sont les auteurs et que veulent-ils, que cherchent-ils par là? Non, mais ma question est très ouverte. Ce que je tiens quand même à signaler, c'est qu'on s'était habitué dans ce pays, notamment au moment des Gilets jaunes, et puis il y a eu plusieurs moments où ça s'est mal passé, à ce que des manifestations se passent toujours mal, comme si c'était inexorable. La réalité, c'est que la majeure partie des manifestations à l'appel de l'intersyndicale se sont extrêmement bien passées. Et que, d'ailleurs, ça surprenait tout le monde, et du côté des forces de l'ordre, et du côté des manifestants. Et hier encore, elles se sont bien passées dans l'essentiel des villes de France, d'ailleurs. Et on pouvait revenir manifester en famille, ce qui était un truc important pour beaucoup de monde, dont moi-même. Mais on voit aussi que quand le 49.3 est utilisé, quand finalement tout est fait pour que cette loi passe en force du côté des pouvoirs publics, évidemment que... la mobilisation sociale, pour certains, peut passer un cran supplémentaire. Et moi, ce que j'entends quand même beaucoup dans la rue, parce que je tiens à la désescalade, je fais partie des gens qui essayent de l'entretenir, mais ça se fait pas seul. Et quand vous dites aux personnes qu'il faut manifester dans le calme, que ça doit bien se passer, être bienveillant, convivial, chaleureux, et qu'on vous oppose des procédures accélérées, des votes bloqués et des 49.3, de plus en plus de gens nous répondent, mais ma bonne dame, vous êtes bien sympathique et naïve, nous n'obtiendrons rien sans violence. Et il faut aussi voir que la brutalisation du débat politique par
Emmanuel Macron y répond la brutalisation d'une partie du mouvement social. Alors, mais je tiens à signaler que cette brutalisation n'est organisée ni par les partis politiques d'opposition, ni par le mouvement social. Mais vous n'avez pas répondu, pardon, à la question, Frédéric. Sur qui sont les casseurs et quels sont leurs intentions, qu'est-ce qu'ils cherchent? Bon, si vous ne le savez pas, non, mais est-ce que vous n'avez pas répondu à la question, dire Marine Tondelier, est-ce qu'il faut une loi anti-casseurs? Voilà, je voulais préciser, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Moi, ce qui m'inquiète toujours dans ces cas-là, c'est la manière dont certains, et Gérald Darmanin est quand même expert dans le domaine, font passer des lois ciblant les terroristes, ciblant les casseurs, qui se transforment à la fin en outils pour combattre ses opposants politiques et le mouvement social. C'est ce qui s'est passé avec la loi sur le séparatisme, où on nous disait que c'était pour combattre les djihadistes, etc. J'utilise les termes à dessein de Darmanin. Et finalement, le contrat d'engagement républicain, donc qui faisait que tout assaut peut avoir des subventions, que ça s'engage, cette mesure n'a été activée dans beaucoup trop de cas pour combattre des associations écologistes. La maire de Poitiers, à qui on dit vous ne pouvez pas donner une subvention à ce festival parce que c'est organisé par Alternativa. Vous ne répondez toujours pas à la question. Non, mais si, mais ce que je vous dis, c'est que évidemment que les casseurs, il faut encadrer ça pour la sécurité, pas juste des forces de l'ordre, mais aussi des manifestants. Mais ce que je constate, c'est que souvent, ces mesures qu'on présente sécuritaires, dans des moments en plus, toujours, il y a une tension dans le débat public, donc on appelle ça des fois des lois de circonstance ou des lois liées à des faits divers. On dit tiens, l'opinion va être favorable à ça, et à la fin, c'est souvent utilisé pour restreindre les libertés publiques. Je dois dire que depuis quelques mois, on est très inquiet pour la sécurité des militants, dont les militants écologistes sur le territoire que Darmanin a présenté comme une cible à tous nos opposants. Et il y a des blessés et il y aura, si ça continue, un mort. Mais aussi pour les libertés associatives, les libertés publiques, les libertés de manifester. Et on voit que souvent la loi, plutôt que de les encadrer, de les protéger, est plutôt là pour les qu'on vous pose des questions. Oui, mais il faut que vous acceptiez que c'est des sujets où on ne peut pas répondre de manière rapide. Il faut aussi préciser les choses. L'intersyndicale a décidé qu'il y aurait une 14e journée de mobilisation. Ça sera le 6 juin. On sera à 2 jours de l'examen à l'Assemblée de la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites qui sera déposée, qui est déposée par le groupe Lyot. Est-ce que vous pensez que cette 14e journée peut, d'une certaine manière, peser sur la décision des députés et finalement faire basculer les choses dans le sens que vous souhaitez ? La première chose, c'est que s'il y a eu un 49.3 utilisé, c'est que le gouvernement n'était pas sûr d'avoir une majorité pour voter notamment le recul de l'âge de départ en retraite. On n'a jamais eu les noms exacts de ceux qui voulaient voter pour, de ceux qui se seraient abstenus, de ceux qui auraient voté contre. L'intérêt de cette proposition de loi du 8, c'est qu'on va les avoir et que si on est dans les mêmes proportions que ce qu'avait fait comme décompte le gouvernement avant de déclencher son 49.3, normalement, cette proposition de loi, du coup, devrait passer. Et donc, il n'y a pas besoin de manifestation pour faire pression avant. Moi, ce qui me réjouit dans cette date du 6 aussi, c'est qu'on nous avait quand même dit jusqu'à hier soir que c'était le baroud d'honneur, que c'était terminé. Et que d'ailleurs, il n'y aurait plus d'intersyndicale. Moi, j'avais très confiance en eux et ça. Et on voit que finalement, il y a encore un rendez-vous et que la page Mais c'est dans un mois. Est-ce que c'est long, un mois? Il ne va pas rien se passer pendant un mois, je vous rassure tout de suite. Mais justement, est-ce que les syndicats ont intérêt à aller voir Elisabeth Borne? Parce que est-ce qu'il faut réintroduire, on va dire, les syndicats, non pas les cantonner à l'entreprise, mais à ce qu'ils soient, et notamment je pense aux syndicats réformistes, la CFDT, qu'ils soient co-décideurs. Et en fait, c'est ça que leur a dénié Emmanuel Macron, c'est que les syndicats n'ont plus été dans la co-décision. Est-ce qu'il faut revenir à ça ? On en a beaucoup parlé dans le débat des retraites, mais en réalité, depuis que Emmanuel Macron est président de la République, les partenaires sociaux et en réalité tous les corps intermédiaires de ce pays ont été relégués de plus en plus loin des prises de décision. Et quand le gouvernement organisait des concertations, c'est qu'en fait, ils avaient décidé quelque chose qui venait l'annoncer dans une grand-messe à des corps intermédiaires, et donc ça ne marche pas comme ça. Donc oui, c'est bien qu'ils leur parlent, mais je peux vous dire d'avance... Parler avec des négociations. Les syndicats vont leur dire qu'il faut retirer la réforme des retraites. Et ce n'est pas une nouveauté qui se voit, puisque Elisabeth Borne les a reçus il y a 3 semaines, tout comme moi j'ai été reçue cette semaine-là aussi, et qu'on lui a tous dit la même chose. On lui a dit que sans retrait de cette réforme, il n'y aurait pas de paix sociale et que ça n'est pas une menace. Donc on est dans une impasse ? C'est l'état d'esprit du pays. Oui, on est dans une impasse. Il y avait une crise sociale. Il y avait aussi une crise environnementale. Emmanuel Macron a accru la crise sociale. Pendant ce temps-là, il ne s'est pas occupé de la crise environnementale, mais il a créé une 3e crise, une crise démocratique. On est dans une impasse et lui seul peut nous en sortir, pas parce qu'il est extraordinaire, parce qu'il s'appelle Emmanuel Macron, mais parce qu'il est président de la République et que dans la 5e République, il n'y a quand même que lui, quand on arrive à ce niveau de crispation, qui peut décrisper les choses, en l'occurrence
en retirant sa réforme des retraites. On va passer à l'avenir de la NUPES, puisque vous voulez l'union de la gauche pour la présidentielle de 2027. Vous proposez de mettre en place dans les semaines qui viennent une coopérative des bonnes volontés qui jouerait le rôle de comité de campagne. Qu'est-ce que c'est qu'une coopérative des bonnes volontés? C'est un concept nouveau ou c'est une appellation sur un concept ancien? Une nouvelle appellation sur un concept C'est une simple. manière écologiste de dire que plus de coopération, c'est ce dont on a besoin pour travailler mieux ensemble et que ça ne se passe pas par échange Twitter interposé, ni par joute par médias aussi. En fait, il faut qu'on se parle, il faut qu'on travaille ensemble. Et pour ça, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je constate que certains collègues passent plus de temps à s'invectiver sur les réseaux sociaux qu'à se parler, et c'est dommage. Et donc, pour tout ce qu'on vient de se dire depuis le début de cette interview, on a un impératif qu'on doit en fait à toutes celles et ceux qui ont voté pour nous et à toutes celles et ceux pour qui on se bat, même s'ils n'ont pas voté pour nous. C'est de gagner en 2027. Nous n'allons pas nous résigner à choisir en 2027 entre l'héritier ou l'héritière que ce sera choisi le macronisme et le danger de tous les dangers de Marine Le Pen. Et donc, il ne tient qu'à nous. Moi, je ne vais pas encore me plaindre pendant 3 ans que c'est pas juste. Oui, on sait que c'est pas juste, mais comme on est en politique, on fait de la politique et donc on s'organise et on gagne. Et pour ça, ça nécessite du travail en commun, pas juste les partis. Évidemment que les partis ont un rôle immense à jouer en matière électorale, mais ce qu'on doit créer là, c'est le cadre où puissent travailler ensemble toutes celles et ceux qui sont dans la rue depuis des semaines. Les syndicats. Et la manière dont a fonctionné l'intersyndicale doit inspirer, à mon avis, les membres de la NUPES. J'ai jamais vu Laurent Berger prendre à partie Philippe Martinez par presse interposée pour dire « tu vas faire ce que je te dis, sinon tu vas voir ». Je les ai jamais vus échanger sur Twitter ensemble. D'ailleurs, Philippe Martinez n'avait pas Twitter, comme ça c'était réglé. Et donc il faut qu'on s'inspire de ça et qu'on crée un cadre ouvert où puissent s'investir les syndicats, les associations, des artistes, toutes ces bonnes volontés, comme je le disais, coopératives des bonnes volontés. Et c'est eux qui décideront On décidera ensemble. mais qui sera le candidat à la présidentielle? Alors déjà, le préalable... Le préalable, c'est le projet. Évidemment que c'est ça qui doit primer. Oui, alors... Et puis, oui, il faudra quelqu'un pour les porter parce que c'est la Ve République qu'on conteste. Mais en attendant, c'est avec ces règles-là qu'il faut jouer pour gagner et pour la changer. Et on voit bien que la question de qui est candidat à la présidentielle est aussi une question très importante parce que pour vous les Françaises dites, et les Français. Et c'est normal. Vous dites, il y a dans le journal du dimanche ce week-end, il y a trop de divergences entre nous et LFI, notamment sur la Chine, sur l'Ukraine ou encore sur la défense européenne. Pour partir ensemble aux européennes, oui, c'est vrai. Alors, pour les européennes, alors comment on pourrait être OK pour partir pour la présidentielle et pas pour les européennes? Qu'est-ce qu'il faudrait que... Alors c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'est pas partis ensemble non plus à la présidentielle de 2022. Je vous rappelle, c'est la raison pour laquelle on ne partira pas ensemble aux européennes, mais on a après du temps pour travailler d'ici 2027. Ce qui est quand même Vous espérez que les choses s'aplanissent? Mais ce qui est une différence majeure, c'est qu'on est dans la Ve République et il faut que chacun comprenne que dans la Ve République, on l'a vu en 2022, l'état du pays fait que quand on multiplie les candidatures écologistes et à gauche, notre camp politique n'est pas présent au second tour de la présidentielle. Et donc, si on doit travailler ensemble sous forme de coalition pour 2027, c'est pas parce qu'on est d'accord sur tout, c'est parce qu'on a pris acte des règles de la Ve République qui nous invitent à travailler en coalition pour gagner. La différence, c'est que aux européennes, c'est un scrutin proportionnel à un tour. C'est ultra démocratique, c'est d'ailleurs ce que les Verts proposent pour tous les scrutins que contre notre pays. Et donc ça permet que toutes les idées soient représentées. C'est ça qu'on devrait faire tout le temps. Et donc il n'y a objectivement pas de raison de faire une coalition à tout prix. Voilà, nous on a des électeurs qui votent Vert à chaque élection quand ils peuvent, qui veulent voter Vert aux européennes, et aussi parce que nous voulons une Europe forte et fédérale. On n'est peut-être pas les seuls au monde à le vouloir, tant mieux. Il se trouve que toute la famille verte européenne est soudée là-dessus, et que dans tous les pays d'Europe, il y aura un bulletin vert pour défendre nos idées écologistes, notre vision de l'Europe qui est quand même assez singulière et qui mérite d'être proposée comme offre à l'élection européenne. C'est contre personne, c'est pour l'écologie, pour l'Europe et pour le fédéralisme. Alors sur la présidentielle, vous dites aussi que vous aimeriez bien que ce soit une femme. Vous dites pour sortir des compétitions virilistes que vous aussi. Du passé, vous me permettrez de rester en réserve sur le sujet. Pour sortir des compétitions virilistes du passé, il serait peut-être temps de faire confiance à une femme. Est-ce que les combats politiques, les batailles politiques entre hommes sont nécessairement virilistes ? Mais je constate que c'est un travers qui est pris de certains hommes en politique, pas tous, mais que... Quand je vous parle depuis tout à l'heure de coopération, d'harmonie, de manière de travailler ensemble, il y a peut-être des qualités féminines qui n'appartiennent pas qu'aux femmes. C'est heureux. Parce que, mais je pense que les Françaises et les Français sont prêts et prêtes à avoir une femme, et qu'on voit bien qu'on a une femme première ministre, on a une femme à la présidence de l'Assemblée nationale. Et 2 femmes dans des syndicats, bientôt. Bientôt 2, et c'est très bien. Moi, je me sens un peu seule comme chef de parti politique parce que je pense être la seule aujourd'hui. En 2008, mais on est prêt pour une la présidence bataille femme. pour la direction du Parti socialiste entre Martine
Martine Aubry et Ségolène Royal, on ne peut pas dire qu'elle a été vraiment à fleur et moucheté. C'était 2 femmes. D'accord. Et alors? Ce que je veux dire par là, c'est que les combats rudes ne sont pas l'apanage des hommes. Oui, mais je pense que la France est prête pour une femme et que c'est pas... en fait, je vois même pas pourquoi j'aurais à me justifier de cela. On a toujours eu des présidents hommes, on a eu énormément de candidats c'est quand vous hommes. dites pour sortir des combats virilistes du passé. Vous pouvez dire l'heure est venue pour une femme parce qu'il n'y en a jamais eu, mais pour Alors l'heure est sortir des venue combats pour une virilistes... femme parce qu'il n'y en a jamais eu. Et c'est justement ce qui vous déplaît peut-être chez Jean-Luc? Manière non viriliste de répondre à votre question. Ce côté viriliste justement qu'aurait Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est parfois... Ah ça c'est vous qui dites, moi j'ai pas dit ton nom. Ouais, enfin, quand on lit Quand bien votre même, interview, seul. on sent que c'est pas tout à fait votre genre de beauté, Jean-Luc Mélenchon. Genre de beauté. Oui, c'est une expression. Enfin, vous avez des choses à lui reprocher et vous n'êtes pas la seule. Non, ce que je dis juste dans l'interview, parce qu'à chaque fois Trop qu'on parle de brutal. 2027, on nous dit alors Jean-Luc ou pas Jean-Luc. Et ce que je dis très clairement dans le journal du dimanche, c'est que si on résume pendant 4 ans nos débats à Jean-Luc Mélenchon stop ou encore, alors on sera passé à côté d'une énorme partie du sujet, tout le projet. Et puis le fait de trouver une bonne incarnation, moi je pense qu'il faut prendre les choses dans l'autre sens. C'est-à-dire, on ne peut pas se contenter de vouloir être au 2e tour. On veut gagner et gouverner. Ouais. Et pour ça, quelles sont les qualités requises? Moi je pense qu'il faut savoir fédérer, qu'il faut savoir apaiser, qu'il faut savoir dialoguer. Et il faut qu'on parte de ces qualités-là. Il y en a peut-être d'autres que certains voudront ajouter. Et à partir de ce portrait robot, trouvons qui colle un peu. Oui, mais c'est l'anti-portrait. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, il y a une femme politique aussi qui vous répond, c'est la députée de la France Insoumise, Danielle Obono, qui répond à ce que vous dites dans cette interview et qui dit la chose suivante, je cite, le niveau de mépris, de mauvaise foi et de sectarisme des réponses concernant la NUP et LFI est consternant. Faire passer une stratégie boutiquière avant l'intérêt général dans le contexte politique, économique et social actuel est irresponsable. Vous voyez, quand on propose une tête de liste écologiste et qu'on dit ça des écologistes, je ne voudrais pas leur infliger une tête de liste boutiquière, sectaire et je ne sais quoi. Donc c'est QFD en fait. Manifestement, on n'est pas entièrement. Non, c'est parce que vous ne voulez pas de tête de liste. L'œuf, la poule, la paille, la poutre. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est ça? Non, je vous dis juste que si c'est ça qui est pensé par certains insoumis des écologistes, alors peut-être. Bon, c'est pas prêt de s'arranger. Votre coopération, c'est pas prêt de s'arranger. Mais si vous allez voir. Bon, écoutez, on verra. Très confiante. Merci Marine Tondelier. Merci à vous. Merci beaucoup.